ce petit je crois que j'ai un problème technique. J'espère que vous êtes nombreux à suivre ce petit échange. Voilà, donc nous allons parler aujourd'hui de manière assez décontractée, je l'espère, du syndrome d'épuisement professionnel, qui est à la fois donc un risque important pour les entreprises. Nous avons constaté, en ce qui nous concerne, dans l'étude de 2014, une progression assez importante sur tous les corps de métier de cette, je dirais, ce syndrome d'épuisement professionnel, en sachant que dans tous les pays, nous avons la même situation. Donc, à l'époque, nous avions constaté qu'il y avait à peu près 3 millions et quelques, un peu plus de 3 millions de personnes actives qui étaient exposées à un risque élevé d'épuisement professionnel, de burn-out, puisque c'est un langage qu'on retrouve dans notre langage courant aujourd'hui. Et dans d'autres pays, nous avons à peu près les mêmes situations. Donc, c'est un sujet qui est essentiel puisqu'il frappe les entreprises. Donc, j'ai voulu axer cette conférence sous un double angle, à la fois le constat de la progression du syndrome d'épuisement professionnel et à la fois la possibilité pour les entreprises qui le gèrent au mieux d'avoir une opportunité de développement. Parce que le syndrome d'épuisement professionnel, bien sûr, est très difficile à supporter pour les individus. C'est un coût pour eux, pour leur santé, pour leur famille, pour leurs proches, mais c'est aussi un coût important pour les entreprises. Donc, de ce point de vue-là, on peut considérer leurs proches, mais c'est aussi un coût important pour les entreprises. Donc, de ce point de vue-là, on peut considérer que travailler à gérer le risque est toujours utile pour l'entreprise. Et je préfère aussi parler au portefeuille, si vous me permettez, des dirigeants, pour faire en sorte d'avoir ainsi des actions réelles qui se mènent au concret, au quotidien, pour éviter de plonger les gens dans cette difficulté. J'espère que donc chacun va pouvoir suivre le déroulement. D'où je parle. Aujourd'hui, Technologia, nous travaillons beaucoup sur ces problèmes de difficultés sociales, humaines, organisationnelles, managériales. Nous avons une lourde expérience qui nous a permis donc de sortir cette étude en 2014, qui a donné lieu d'ailleurs à un livre que je vous recommande, le livre que j'ai écrit avec deux collègues médecins, Idées reçues sur le burn-out au Cavalier Bleu. Alors le constat, encore une fois, et ce qu'il faut bien le saisir, c'est que nous avons depuis maintenant une vingtaine d'années un travail qui est de plus en plus subi, c'est-à-dire un travail où l'individu se retrouve moins, l'individu se retrouve dans des situations d'inconfort, de tension, de difficultés, je dirais, à se réaliser au travail. Le travail, c'est très important pour nous tous. C'est ce qui nous permet d'être avec les autres, c'est ce qui nous permet de nous créer au quotidien, c'est ce qui nous permet d'être dans une, dans un lien actif. Et on voit d'ailleurs que les personnes qui sont dans une situation de précarité, dans une situation de chômage, sont beaucoup plus, victimes de risques cardiovasculaires, de risques suicidaires que celles qui sont en activité. Donc le travail, il faut bien le comprendre, le travail reste un facteur de protection, sauf que le travail, depuis maintenant quelques années, protège moins, et c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui avec la montée de différentes tensions comme celles que l'on voit à travers l'épuisement professionnel. Alors, pourquoi le travail est moins sain qu'auparavant, sain S-A-I-N? Parce que les exigences professionnelles ne sont pas toujours adaptées aux capacités des individus, parce que le soutien social apporté n'est pas suffisant. Il faut savoir que le soutien social, c'est un peu comme le sport pour la santé. Quand vous faites du sport, vous avez une meilleure santé. Eh bien, le soutien social en entreprise, lorsqu'il fait défaut, c'est très impactant pour l'individu, et y compris
c'est impactant. Il y a eu des études qui l'ont montré pour sa longévité personnelle. De même, on voit bien que les salariés ont du mal avec leur environnement. De plus en plus, on a des environnements contraints. On le voit avec, par exemple, l'émergence de la mode de ce que l'on trouve aujourd'hui dans les grandes entreprises, qui est le flex office, le flex desk, c'est-à-dire le fait que chacun arrive le matin, ne sait pas où il pourra s'installer et est amené à être dans une relative incertitude quant à son environnement de travail, ce qui en fait désorganise l'ensemble des collectifs de travail. De même, la reconnaissance n'est pas toujours équitable. Les mécanismes, je dirais, de prévention et de régulation sont souvent grippés, non opérationnels, ce qui génère, là encore, un grand nombre de difficultés pour traiter des problèmes lorsqu'ils surviennent, parce que, et on le voit aujourd'hui avec le recul de la prévention liée à la mise en œuvre des ordonnances Macron, puisqu'on a moins de personnes formées en proximité des individus pour traiter les problèmes, on voit bien que tout cela est un facteur contraignant, et cet environnement assez anxiogène favorise l'émergence de l'épuisement professionnel. Nous sommes bien sûr, comment dire, touchés par cette évolution, les uns les autres, à des différents titres. On est cadre supérieur, cadre intermédiaire, lorsqu'on est employé, ouvrier, les impacts sont un peu différents. Mais globalement, on voit qu'aucune aucune profession n'échappe aujourd'hui à cette précarité sociale qui nous touche, puisque nous avons dans ce pays 6 millions de chômeurs si on prend toutes les catégories, mais si on prend simplement les deux premières, nous avons à peu près plus de 3 millions de chômeurs avec 1 million de personnes qui ont plus de 2 ans, donc, de chômage, ce qui pèse énormément sur les actifs, puisque les actifs intègrent cette précarité, ont peur de déchoir. Vous le savez, la France est le pays où on est dans une comment dire, dans une sinistrose, dans une ambiance un peu délétère. On a moins le moral, par exemple, que les Afghans. Vous voyez, donc tout cela, il faut bien l'intégrer parce que ça joue bien sûr beaucoup sur le travail. Autre problématique, je ne vais pas toutes les donner, mais qui est fondamentale, c'est que le modèle de gouvernance des entreprises a beaucoup évolué au cours des 30 dernières années, et nous avons maintenant à faire ce qu'on appelle la direction par objectif qui en fait part d'un objectif central au sein de l'entreprise. C'est l'école de Chicago qui a inventé ce système, et en fait considère que l'objectif central, c'est la production d'un profit à très court terme. Voilà, c'est la rentabilité à court terme. Cette volonté conduit à désagréger cet objectif central dans les différentes strates pour toucher toute l'entreprise, et chacun est amené à faire du reporting, à obéir à une prévisibilité, à une planification, à obéir en fait à un rythme global pour pouvoir produire le maximum et donc être à lui tout seul un centre de profit. Cette direction par objectif, DPO, est très contraignante aujourd'hui, non pas tant pour son mode d'organisation, même si les reportings sont devenus incessants et coûtent beaucoup de temps et éloignent du cœur de métier, mais surtout parce que les objectifs à atteindre sont de plus en plus inatteignables. Dans certaines entreprises, on demande aux salariés des objectifs qui font que, quelque part, ils n'arrêtent jamais. C'est toujours la maladie du trop. Or, il faut le savoir, un sportif, même de haut niveau, ne peut jamais être tout le temps au haut niveau. Il a des moments, des phases de récupération, des phases de moins bon, comme on dit, et après il revient. Mais voilà, donc la période actuelle tend à faire en sorte de demander à chacun d'entre nous d'être dans une logique de performance, et le culte de la performance est souvent à l'origine de cette évolution vers le syndrome d'épuisement professionnel. Alors, qu'entendre par syndrome d'épuisement professionnel? Il faut bien comprendre que, après ce que je viens de dire en introduction, vous avez deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est ce que je considère comme étant les exigences professionnelles qui se déversent sur les salariés. Si ces exigences sont trop importantes, l'individu donc aura du mal à les satisfaire. Le deuxième facteur qui peut se
combiné à celui-là, c'est ce qu'on appelle le deuxième facteur qui peut se combiner à celui-là, c'est ce qu'on appelle le travail compulsif. Le travail compulsif, c'est quand les gens se disent « je ne peux pas ne pas travailler beaucoup ». Pourquoi? Parce que j'ai des contraintes, j'ai des difficultés à faire face. Donc, le surinvestissement au travail permanent me permet de me protéger, me permet de me garantir une certaine longévité dans l'entreprise. Et dernièrement, j'étais avec un garçon d'Auvergne, technicien de maintenance, qui gagnait bien sa vie. Hein. Il était à près de 4 000 € net par mois, mais il semblait très fatigué. Et donc, je lui ai demandé pourquoi il était très fatigué. Donc, on discute et il me dit, ben voilà, moi, je gagne bien ma vie, mais je prends toutes les astreintes, je travaille pratiquement tous les week-ends, j'ai pas pris de vacances pratiquement cette année, je suis depuis maintenant 2 ans au taquet, mais je gagne bien ma vie. Alors je lui dis, mais pourquoi vous faites tout ça? Et il me dit, bah, tout simplement parce que ma femme est au chômage depuis 18 mois, j'ai 2 enfants, j'ai la maison à payer, et y compris la boîte, bon, va pas terrible, si demain je perds mon job, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, donc vous voyez, c'est ça le travail compulsif, c'est-à-dire qu'on se surinvestit au travail. Alors quand d'un côté, vous avez des exigences professionnelles qui se trouvent, comment dire, qui se trouvent dans une difficulté centrale, et puis de l'autre côté, je dirais donc le travail compulsif, quand vous avez les deux facteurs qui s'emboîtent, ça peut être extrêmement contraignant pour l'individu. Et là, l'individu peut rentrer dans une série de phases qui peuvent le conduire donc à l'épuisement final, c'est-à-dire à l'effondrement. Alors, les phases, il faut bien comprendre qu'on peut les éviter. Il suffit que vous ayez un manager assez intelligent, assez humain pour vous dire, attends, lève le pied, c'est pas la peine de travailler, autant mets un peu le travail à distance pour lever le pied. Il suffit aussi que vous ayez quelque part la connaissance pour comprendre l'impact que peut avoir le travail, donc de mettre à distance le travail. Donc, par exemple, l'affaire Kerviel, sur laquelle nous avons travaillé, n'aurait peut-être pas eu lieu si on avait débranché à un moment donné Kerviel, qui n'avait pas pris pendant des années de congé. Vous voyez, bon, il faut donc savoir mettre le travail à distance. La mise à distance du travail peut venir soit du manager en cas d'exigence professionnelle compulsive, soit du salarié en cas de demande de travail exceptionnelle ou trop important de la part de l'entreprise. Donc, il faut que l'un ou l'autre, il y ait une régulation pour éviter, hein, c'est un mécanisme de prévention, il faut se préserver, ou alors il faut préserver les autres lorsqu'on est en position d'encadrement. Alors, les 4 phases que nous avons constatées, nous, dans les multiples cas que nous avons traités, elles sont simples. La première phase est celle de l'engagement. On a du plaisir au travail. Le travail a des contraintes, mais il y a aussi, bien sûr, un certain nombre d'avantages à le pratiquer. Globalement, ça le fait. C'est le cas de 75% aujourd'hui de la population française qui se déclare à peu près satisfait de son travail, en sachant qu'il y a des coups de moins bien, des coups de mieux, c'est comme ça. Okay, mais très souvent, le travail va exercer son exigence. On va commencer à travailler plus. On va commencer à répondre à plus de sollicitations, à se contraindre plus. Donc, on commence à rentrer dans le mécanisme du surengagement. Donc là, on rentre dans la phase 2. Alors, la phase de surengagement, on la retrouve par exemple pour certaines professions. Prenons l'exemple des comptables en mai-juin, prenons l'exemple des fiscalistes un peu plus tôt. Enfin, vous voyez, donc à certaines périodes de l'année, vous avez un afflux d'activités, et comme on ne peut pas non plus embaucher de manière trop importante, eh bien, ceux qui sont en activité assument ce pic d'activité, ils sont dans le surengagement, sauf que le surengagement, il est à ce moment-là assez temporaire. Alors, on retrouve aussi le surengagement, par exemple, dans certaines populations. J'ai eu des connaissances, par exemple, qui travaillaient dans des cabinets ministériels. Ben, vous rentrez dans un cabinet ministériel, vous êtes là à 8 h le matin, jusqu'à
à 23 heures le soir, et vous êtes dans cette logique-là tous les jours, quasiment, y compris, comment dire, le dimanche. Hein. Donc, vous êtes sans arrêt à travailler, et vous mettez toute votre vie entre parenthèses parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Alors, voilà, donc ça, c'est les 2 premières phases. Encore une fois, à ce niveau-là, on peut avoir quelques troubles du sommeil, quelques troubles digestifs, quelques troubles dermatologiques, mais à la phase 2, si vous prenez un peu de vacances, si vous partez un peu en congé, vous n'avez pas trop de difficultés quelque part à vous, comment dire, à vous reconstituer. Le corps est bien fait, le corps est une machine extraordinaire. On peut, avec un peu de repos, quelques nuits, je dirais, bien pleines, récupérer assez vite son potentiel. Bon, ceci dit, ce qui est inquiétant, c'est quand la fatigue chronique s'installe, et là, on le verra tout à l'heure, mais c'est un des facteurs essentiels de, je dirais, de diagnostic d'épuisement professionnel. La fatigue chronique, quand elle est présente, ça doit vous inquiéter, il ne faut pas la banaliser. Si le matin, vous vous réveillez et que vous êtes crevé, que vous n'avez pas le jus, que vous n'avez pas de pêche, il faut vraiment vous prendre en main et peut-être aller consulter. Alors, quand vous en êtes là, très souvent, vous êtes à ce qu'on appelle la phase 3. La phase 3, c'est celle de l'acharnement frénétique. C'est-à-dire que l'individu travaille tellement qu'il se retrouve dans une situation de sauteur de haie, un peu comme vous savez, les gens qui sont en athlétisme et qui sautent les haies. Ils sautent les haies les unes après les autres sans se poser vraiment trop la question de la dernière haie, et il est dans un système d'acharnement frénétique, avec une anxiété, une acidité qui l'étreint et qui, quelque part, commence à lui jouer des tours. La dictature du cerveau à ce niveau-là sur l'individu peut le conduire à faire des erreurs, à être épuisé, à se couper des autres, à être dans une difficulté par rapport comment dire, par rapport à son collectif de travail. À dire vrai, lorsqu'on travaille trop, on travaille mal. Et on commence quelque part, très souvent, à ce stade, à perdre la reconnaissance qui avait été obtenue en phase 1 et en phase 2. On se retrouve à faire des erreurs et à voir son entourage professionnel, voir sa hiérarchie, vous dire bah, qu'est-ce que tu as fait là, tu nous avais habitués à mieux, mais qu'est-ce que c'est que ce travail, etc. etc. Et l'individu, à ce stade, est vraiment dans une très grande difficulté. Pourquoi? Parce qu'il a l'impression d'avoir tout sacrifié, d'avoir tout donné, il se retrouve avec des remontrances, il se retrouve avec des reproches, il ne sait, et il pense que c'est tout à fait injuste. Alors effectivement, c'est injuste, mais il est aussi incapable à ce stade-là de comprendre ce qui s'est passé. Et très vite, on a d'ailleurs à ce niveau-là très souvent des problèmes qui apparaissent, qui peuvent être assimilés par l'individu, par la personne donc concernée, la victime, à des problèmes de harcèlement, parce qu'il se révolte, il considère que le sort qui lui est fait est injuste, et conflit il y a du fait de cet écroulement de la reconnaissance qu'il avait. Le management, plutôt que d'aider dans une période difficile, ou même les collègues, plutôt que de pouvoir permettre à l'individu de sortir de cette difficulté, à ce moment-là, comment dire, la personne se retrouve donc au contraire enfoncée avec des reproches. Donc cette troisième phase voit aussi très souvent une intériorisation des problèmes par l'individu. L'individu intériorise la conflictualité et peut y compris se remettre en question, c'est-à-dire être dans une introspection qui peut conduire à une crise identitaire. L'individu se dit, est-ce que je suis la bonne personne à la bonne place? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils ont raison? Comment ça se fait que je n'y arrive plus alors que j'y arrivais auparavant? Et il se pose toute cette série de questions. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais par exemple, à une époque, il y a quelques années, 3-4 ans, Nadal, le joueur de tennis, avait fait un burn-out. Et il expliquait, très justement d'ailleurs, que sur le terrain, à un moment donné, il ne savait même plus comment se situer, est-ce qu'il devait monter au filet, est-ce qu'il devait rester en fond de cours, comment mettre sa raquette, etc. Il expliquait la confusion mentale dans laquelle il était, et c'est typique, hein, je dirais, d'un épuisement professionnel, c'est-à-dire
d'une situation où globalement comment dire, la personne ne sait plus vraiment comment agir. Voilà, donc on est dans une comment dire, on est dans une logique qu'il faut bien saisir et il faut éviter d'en aller jusque-là parce que là, il y a vraiment un certain nombre de symptômes médicaux qui apparaissent. Hein. Bien sûr, les troubles du sommeil chronique, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fatigue chronique qui s'installe est vraiment préjudiciable. Elle est source de tensions cardiovasculaires, de troubles cardiovasculaires. D'autres pathologies apparaissent qui sont, je dirais, des problèmes, par exemple, de tension artérielle, des problèmes d'infection à répétition. Le corps a du mal à se défendre et il est tout à fait indispensable de vraiment, à ce stade, d'aller consulter. Alors, le travail excessif et le travail compulsif, lorsqu'ils se combinent, avec cette démoralisation de l'individu, peut conduire aussi à une certaine forme de cynisme qui apparaît. C'est-à-dire qu'on le voit d'ailleurs assez souvent dans certaines professions. Par exemple, les médecins, les chirurgiens qui travaillent, comme vous le savez, de manière très intensive, parfois des heures et des heures dans des opérations, lorsqu'ils vont parler de certains patients, vont dire non pas la petite dame du 3e étage qui a été opérée, je dirais, de la vésicule, mais ils vont vous dire la vésicule du 3e, vous voyez. Là, c'est une forme de cynisme, de mise à distance des difficultés, une volonté de se concentrer sur l'essentiel de l'essentiel et qui tend à déshumaniser et qui tend y compris à éloigner du collectif. Donc, tous ces phénomènes font qu'on peut être vraiment dans cette phase 3 inquiet pour l'individu. Et très souvent, l'individu cherche à récupérer la reconnaissance qu'il avait en phase 1 et en phase 2 et peut, dans ce cas-là, tenter de se remobiliser, de réinjecter du temps dans le travail, et ce qui peut le conduire dans cette logique de fuite en avant à l'effondrement, c'est-à-dire à un moment donné, le corps dit stop. Alors ça peut être différentes formes, hein, ça peut être, je dirais, l'infarctus, l'AVC, on ne le dit pas suffisamment, mais ce sont le travail est souvent producteur de ce type d'accident. Une étude qui a été publiée il y a 4 ans, par exemple par The Lancet, a démontré que lorsque vous travailliez plus de 55 heures par semaine, vous aviez un risque accru d'AVC de 1/3. Donc vous voyez, c'est quand même des situations qu'il faut vraiment prendre en compte, parce que lorsqu'on a un AVC, on peut en avoir des séquelles, on peut mourir, on peut en avoir des séquelles, on peut être gravataire toute la vie, hein, et ça peut arriver à 30 ans comme à 50, comme bien sûr plus tard. Donc il est très important de bien réguler, de bien saisir ce qui se fait pour éviter un certain nombre de problèmes. Par ailleurs, je tenais à le dire, nous, technologiens, on travaille énormément dans des situations de crise humaine, de crise suicidaire, et on a traité, je crois, près de 120 maintenant crises suicidaires au cours des 10 dernières années, et dans ces crises suicidaires, un tiers, un peu plus d'un tiers d'ailleurs, étaient liés à des épuisements professionnels, c'est-à-dire que l'individu, il arrive à un tel niveau de fatigue que quand il rencontre une difficulté qu'il aurait pu surmonter assez facilement par ailleurs, eh bien, il se retrouve incapable de le faire, et là, il est amené dans un raptus suicidaire à passer à l'acte. Vous voyez, donc, nous avons donc beaucoup de cas comme cela, parce que, en fait, un certain nombre de personnes vont trop loin dans l'investissement professionnel, et ce n'est pas, je dirais, raisonnable de les laisser faire. Alors, encore une fois, très souvent, pour pouvoir en arriver là, il faut s'être enflammé. Hein. La personne qui est victime d'un épuisement professionnel, c'est une personne qui s'est vraiment spontanément investie. Hein. On se brûle parce qu'on s'est enflammé au départ. Hein. Ce ne sont pas les gens qui sont je dirais, ce qu'on appelle un peu des planqués du travail, qui sont victimes de ce syndrome d'épuisement professionnel. Ce sont des gens qui sont très investis, qui veulent réussir, qui se donnent un idéal professionnel et qui peuvent effectivement
aboutir à des, je dirais, à ce type d'accident. Voilà, donc attention, hein, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Phase 1, phase 2, bon, encore une fois, on peut en sortir assez aisément avec un peu de vacances, un peu de repos. Phase 3, il faut consulter. Phase 4, il faut vraiment là arriver à trouver des moyens pour sortir de cette situation et se faire prendre en charge. C'est, comment dire, une situation vraiment très inquiétante pour les individus. Alors, je vais donner rapidement 10 pistes pour sortir de cet épuisement. Alors, je vais donner deux sortes de pistes, hein, des pistes d'ordre individuel et des pistes plutôt d'ordre collectif, managérial. La première, pour l'individu en tant que tel qui veut se prendre en main, la première chose, c'est encore une fois de bien comprendre que travailler trop conduit à travailler mal, conduit à perdre, je dirais, en capacité de discernement, à ne plus être soi-même, à être dans une logique où on ne s'appartient plus. Et ça, c'est extrêmement préjudiciable pour le déroulement d'une bonne carrière. Il est important de prendre du recul et de pouvoir faire les bons choix. Et parfois, encore une fois, lorsqu'on est dans le move sans arrêt, on est perdu, on se perd soi-même. La deuxième chose, c'est que pour pouvoir limiter le travail, la toute-puissance du travail en fin de journée ou même le week-end, voire les vacances, il faut savoir limiter l'hyperconnexion qui est celle de la journée en milieu ordinaire. Souvent, l'hyperconnexion diurne ou durant les vacances est liée aussi à cette hyperconnexion que nous avons la journée avec cette manie des mails, alors qu'on peut parfois traiter un grand nombre de sujets en se voyant rapidement et en échangeant avec les collègues. Donc, important aussi de ne pas se tromper de valeur. Quelles sont ses propres valeurs? Vous voyez, quand je me suis occupé du dossier de France Télécom, j'avais une série d'entretiens. Et à un moment donné, je rencontre un cadre dirigeant qui faisait partie du top 10 des dirigeants de France Télécom. Et il était assez fier de lui. Il avait vraiment très bien réussi sa carrière. Il était arrivé donc au plus haut niveau. Et je lui demande s'il ne regrettait rien à la fin de notre entretien. Il me dit non, simplement, votre question me fait penser, j'ai 3 enfants et aucun de mes 3 enfants n'a fait d'études. Et pour moi, c'est important de bien saisir pourquoi mes enfants n'ont pas fait d'études, alors que dans mes copains de Ginette, c'est l'école qui prépare à Centrale et à l'X, tous mes copains ont fait, tous les enfants de mes copains ont fait des études. Alors on discute et tout. Il me dit qu'en fait, avec sa femme, ils ont ce petit regret d'avoir déménagé tous les 2 ans au cours de la première enfance de leurs enfants, ce qui fait que pour des raisons professionnelles, très certainement, au final, il a conscience d'avoir sacrifié peut-être une partie je dirais, volonté de ses enfants de faire des études, voire des études supérieures. Voilà, donc attention à ne pas se tromper de valeur et de bien écouter, je dirais, les siens, de bien situer ses propres envies, mais dans le long terme. Autre chose, écouter son corps, en fait, faire en sorte qu'on ne soit pas dans une logique de négation des symptômes qui viennent. Et puis, dernier aspect, il y en a d'autres, mais attention à l'addiction, hein, parce que très souvent, pour tenir des rythmes très tendus, on se, je dirais, stimule avec différentes additifs. Hein. Alors, il faut le savoir, l'alcool est un usurier, comme on dit. L'alcool peut, par exemple, l'alcool ou la drogue, mais elles peuvent vous aider temporairement au départ, mais ils vous font payer très cher et très longtemps ensuite. Hein, donc attention. Et enfin, lorsqu'on est victime d'un burn-out, il ne faut pas reprendre trop vite. Il faut vraiment reprendre avec une préparation, avec peut-être parfois en changeant de lieu de travail ou d'entreprise. Il faut éviter la rechute parce que la rechute peut être très, très douloureuse. Le temps passe, mais j'aurais voulu citer quand même rapidement les actions qu'on peut développer. Hein. Les actions, elles se résument dans les charges de travail que l'on peut
vraiment mieux organisé, avec une certaine prévisibilité, en pensant en particulier aux personnes qui sont sensibles. La nécessité aussi de mettre en débat les situations de travail, de mettre en débat à travers l'analyse des bonnes pratiques pour pouvoir exercer la qualité du travail. Hein, on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est la qualité du travail, permettre aux individus de faire un bon travail, parce que quand les individus font un bon travail, lorsqu'ils peuvent se nourrir sur le plan narcissique de ce bon travail, il y a beaucoup moins de difficultés ensuite pour eux à vivre, à s'épanouir au travail. Autre aspect, le travail de l'encadrement. L'encadrement aujourd'hui est assez étiré. Pourquoi? Parce que globalement, on lui demande d'animer les collectifs. Deuxièmement, on lui demande de faire du reporting. Et troisièmement, on lui demande de faire de la production. C'est trop. Et donc, quand vous faites du reporting et de la production, vous n'avez plus tellement le temps de faire de l'animation et d'aider, de soutenir comme il faudrait le faire. Donc, il faut revoir ces questions en général. Bon, bien sûr, favoriser le dialogue social et surtout favoriser le changement concerté. Aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus dans des bouleversements importants et ces bouleversements ne sont pas du tout concertés. Ils tombent d'en haut, il faut obéir, il faut faire les choses, il faut aller vite. Très souvent, il y a des temporalités qui ne sont pas les mêmes entre les dirigeants et ceux qui vivent ces changements imposés. Donc, il est essentiel, là encore, de faire en sorte d'avoir comment dire, un changement concerté au rythme des collectifs, mieux discuter, mieux appréhender le changement au départ pour pouvoir après mieux l'exécuter. C'est ce que font très bien par exemple les Allemands ou les pays scandinaves où il y a une vraie discussion et après, une fois que tout le monde a discuté, qu'on s'est mis d'accord, ça va très vite dans l'exécution. Nous, c'est l'inverse. On impose et après on s'enlise. Et très souvent, les changements sont très délétères et j'ai bien peur aussi que la disparition du CHSCT, la disparition des mécanismes de prévention avec les ordonnances Macron n'aboutissent au renforcement de cet enlisement. Autre aspect, en fait, développer un discours porteur de sens, favoriser, encore une fois, le collectif. Hein, quand un collectif est sain, lorsqu'il est porteur, il y a beaucoup moins de problèmes. Et pour autant, donc, faut-il valoriser donc, et reconnaître le travail de chacun. En fait, un dernier aspect à voir, c'est la nécessité de mettre en place des régulations, des mécanismes de prévention. C'est notre rôle, nous, en tant qu'experts, d'intervenir lorsque des problèmes surviennent de cette sorte pour éviter qu'on ne les banalise et puis pour trouver les bonnes solutions avec tous les acteurs en apportant notre savoir-faire. Voilà, j'espère que cet échange avec vous sera utile et que j'aurai quelques questions pour vous répondre. Alors, première question, il est de soi pour... Non, je ne vois pas très bien la question. Elle est très longue. À votre orientation variée, très individualisante, comme il est... Alors, on me dit que ma présentation présente le burn-out comme étant très individualisant. Je pense que dans la toute-puissance du travail, bien entendu, comme je l'ai expliqué, c'était peut-être pas assez clair. Vous avez bien sûr une composante organisationnelle. On le voit dans certaines entreprises, par exemple, où nous travaillons, où vous avez 5 à 6% des personnes qui quittent chaque année en burn-out l'entreprise. Il est évident que c'est un vrai problème organisationnel et managérial. Donc, vous avez encore une fois la double dimension, une dimension organisationnelle et managériale, mais il y a aussi une dimension personnelle qu'il faut vraiment retenir pour traiter cette difficulté. Et encore une fois, traiter les problèmes organisationnels, traiter cette culture du surengagement, aider le management, traiter le management de manière adaptée, c'est un vrai travail, ce que nous faisons nous au quotidien. Mais il ne faut pas non plus gommer je dirais la possibilité pour les individus de s'inscrire dans une relation un peu différente au travail. Et d'ailleurs, on le voit dans certaines entreprises, les gens font leur job, ils le font bien, ils le font même très bien,
mais ils le font aussi en gardant une certaine distance pour préserver comment dire, des phases de vie autres, préserver leur vie sociale, vie culturelle, vie familiale. Bon, voilà, donc la question de l'organisation du travail est essentielle. Et puis, l'idée, c'est pas non plus de laisser les individus dans une situation, comment dire, d'inconfort ou même d'altération de leur santé. Je pense qu'on se construit par son travail, d'autant qu'on fait un travail de qualité. Et lorsqu'on est vraiment abîmé, il faut se soigner. Et parfois, il faut se questionner pour pouvoir mettre à distance les facteurs qui génèrent un stress chronique ou les cultures d'entreprise qui ne sont pas adaptées à ce que l'on est soi-même. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous remercie et puis à bientôt. Au revoir.